En 1965, la Grande-Bretagne traverse la pire crise de son industrie aéronautique militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement vient d'annuler le TSR-2, un bombardier supersonique révolutionnaire qui devait assurer la suprématie aérienne britannique pour les décennies à venir. Des années de travail, des centaines de millions de livres sterling, des milliers d'ingénieurs mobilisés, et tout cela pour rien. Le projet est mort, enterré sous le poids de son propre budget. Les officiers de la Royal Air Force regardent avec inquiétude leurs escadrons vieillissants et se posent une question terrifiante. Avec quoi allons-nous nous battre demain? La réponse vient d'un endroit inattendu, de l'autre côté de la Manche. La France propose à la Grande-Bretagne un accord historique. Construire ensemble 2 avions militaires qui transformeront la défense européenne. Le premier, un chasseur multirôle à géométrie variable, baptisé AFVG, sera le plus ambitieux avion de combat jamais conçu en Europe. Le second, un appareil léger d'attaque et d'entraînement basé sur un projet français, deviendra le fameux Jaguar. Le 17 mai 1965, les ministres de la Défense des 2 pays signent un mémorandum d'entente qui scelle cette alliance. Sur le papier, la répartition semble équitable. Les Britanniques dirigent le projet AFVG, les Français mènent le programme du futur Jaguar. Les 2 nations partagent les coûts, les technologies et les ambitions. Les journaux des 2 côtés de la Manche parlent d'une nouvelle ère de coopération européenne. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que du côté français, un homme a déjà un tout autre plan en tête. Marcel Bloch, plus connu sous le nom de Marcel Dassault, dirige le plus puissant constructeur aéronautique de France. Survivant des camps de concentration, industriel visionnaire, homme politique influent, Dassault ne croit pas aux projets multinationaux. Pour lui, un avion de combat doit être conçu par une seule entreprise, dans un seul pays, avec une seule vision. Et cette entreprise, ce pays, cette vision, ce sont les siens. Dès 1966, alors que les ingénieurs britanniques et français travaillent officiellement ensemble sur le programme AFVG dans un climat de confiance apparente, Dassault lance secrètement 2 projets concurrents dans ses propres bureaux d'études. Le premier s'appelle Mirage G, un chasseur à géométrie variable qui exploite exactement les mêmes technologies que celles développées dans le cadre du programme commun. Le second est le Mirage F1, un intercepteur plus conventionnel, mais redoutablement efficace. Aucun de ces 2 projets n'est mentionné aux partenaires britanniques. Aucun rapport officiel n'en fait état. Le secret est total. Pendant des mois, cette double stratégie fonctionne parfaitement. Les données techniques issues des études conjointes sur le AFVG alimentent discrètement les bureaux d'études de Dassault. Les ingénieurs français apprennent, analysent, perfectionnent leurs propres concepts avec des informations financées en partie par le contribuable britannique. Mais en 1967, la vérité éclate. Des représentants britanniques, alertés par des rumeurs persistantes dans les milieux aéronautiques, se rendent directement chez Dassault pour confronter les responsables français. La scène est restée célèbre dans les archives de l'industrie aéronautique européenne. L'ingénieur général Lecamus, coprésident français du comité bilatéral, tente d'abord de nier l'existence des projets secrets. Mais face à l'insistance des Britanniques, qui brandissent des preuves concrètes, Lecamus se tourne vers Marcel Bloch et prononce, en français, cette phrase devenue légendaire dans les couloirs de l'industrie de défense européenne. C'est pas la peine, ils savent. Inutile de continuer à mentir, les Britanniques savent tout. En juin 1967, le gouvernement français annonce officiellement son retrait du programme AFVG, invoquant des raisons de coût. La véritable raison est tout autre. Dassault a obtenu ce qu'il voulait. Les données sur la géométrie variable, les études aérodynamiques, les recherches sur les moteurs, tout cela nourrira ses propres projets pour les décennies à venir. À la Chambre des communes de Londres, la colère est immense. Un débat de censure est lancé. Les parlementaires britanniques dénoncent une trahison pure et simple. Le Royaume-Uni a dépensé 2,5 millions de livres sterling pour pratiquement aucun résultat concret. Un député déclare que l'annulation du projet AFVG est un coup terrible porté à la capacité de la Grande-Bretagne à combler le fossé technologique européen. Mais la vraie question que personne ne pose ce jour-là est la suivante. Que va faire la France avec les connaissances qu'elle a acquises? La réponse viendra des années plus tard, et elle changera pour toujours l'équilibre des forces aériennes en Europe.
Car pendant que la Grande-Bretagne cherche désespérément de nouveaux partenaires pour sauver ce qui reste du programme, et finira par s'associer à l'Allemagne et à l'Italie pour créer le Panavia Tornado, la France trace sa propre route. Une route qui mènera du Mirage G au Mirage 2000, puis à un avion dont personne ne soupçonne encore l'existence, un appareil qui deviendra la fierté absolue de l'industrie aéronautique française et qui humiliera ses concurrents britanniques sur tous les marchés d'exportation du monde. Mais le programme AFVG n'était pas le seul accord signé ce 17 mai 1965. Le second volet de l'entente franco-britannique portait sur un appareil bien plus modeste, un avion d'entraînement et d'appui tactique léger destiné à remplacer les flottes vieillissantes des deux armées de l'air. Les Français voulaient un successeur au Fouga Magister, au Lockheed T-33 et au Dassault Myster 4. Les Britanniques cherchaient à remplacer leur Folland Gnat et Hawker Hunter. 5 constructeurs français et 4 britanniques soumettent leurs propositions. Le 15 janvier 1965, le verdict tombe. C'est le projet français Breguet BR 121 qui remporte le marché face à tous ses concurrents. La raison est imparable. L'appareil de Breguet est plus petit, plus léger, et son prix correspond au budget fixé par les deux gouvernements. L'avion qui deviendra le Jaguar est donc, dès sa naissance, un concept fondamentalement français. En 1966, Breguet Aviation et la British Aircraft Corporation créent une société commune pour construire ce nouvel appareil. Elle porte un nom à rallonge typiquement bureaucratique. Société européenne de production de l'avion d'école de combat et d'appui tactique, que tout le monde abrège rapidement en CPK. La répartition industrielle est minutieusement organisée. Les Français fabriquent le nez, la section centrale du fuselage et le train d'atterrissage, ce dernier étant entièrement de conception française. Les Britanniques produisent les ailes, l'empennage et le fuselage arrière. Chaque composant n'a qu'une seule source de production, aucune duplication n'est tolérée. Pour le moteur, un partenariat séparé unit Rolls-Royce et Turbomeca afin de développer le réacteur Adour, un turboréacteur à double flux avec post-combustion qui sera assemblé à Derby en Angleterre et à Tarnos dans les Landes françaises. Mais très vite, les exigences britanniques commencent à dériver de manière spectaculaire. À l'origine, la Royal Air Force prévoyait d'acquérir 150 appareils d'entraînement biplace. Quelques mois plus tard, les généraux britanniques changent complètement de stratégie et exigent que le Jaguar devienne un chasseur-bombardier supersonique capable de frapper en profondeur dans le territoire ennemi. Ils veulent désormais 165 monoplaces d'attaque et seulement 35 biplaces d'entraînement, soit un renversement quasi total par rapport au cahier des charges initial. Un historien de l'aéronautique notera plus tard que les Français ont dû lever les yeux au ciel devant ces revirements incessants. Le BR 121, conçu comme un appareil subsonique léger et économique, doit maintenant recevoir une voilure plus fine, une charge militaire augmentée, des performances supersoniques et une avionique de pointe. Le prix du programme explose bien au-delà des spécifications originales. Le 8 septembre 1968, le premier prototype du Jaguar E décolle de la base d'Istres dans le sud de la France, piloté par Bernard Witt. C'est le tout premier vol de l'Adour, et c'est en France que l'histoire commence. Au total, 8 prototypes seront construits, 5 en France et 3 en Grande-Bretagne. Chaque pays commande finalement 200 appareils. La France reçoit 160 Jaguar A monoplace d'attaque et 40 Jaguar E biplace d'entraînement. La Grande-Bretagne obtient ses 165 appareils de frappe et 35 d'entraînement. Au total, 573 Jaguars sortiront des chaînes de montage. Un succès industriel indéniable. Pourtant, derrière cette façade de coopération réussie, une nouvelle trahison se prépare. En 1971, Dassault absorbe Breguet Aviation, le partenaire français du programme Jaguar. À partir de ce moment, tout change. Dassault ne voit dans le Jaguar qu'un concurrent direct de sa propre gamme d'avions de combat, et en particulier du Mirage F1 qui rapporte 100% des bénéfices directement dans les caisses de l'entreprise. La Marine nationale française avait prévu de commander une version navale du Jaguar, le Jaguar M, capable d'opérer depuis les porte-avions. Un prototype est même construit et testé. Mais Dassault pousse agressivement son propre super-étendard comme alternative. En novembre 1972, le gouvernement français émet un mandat interdisant explicitement à Dassault
de promouvoir le super-étendard auprès de la marine. 2 mois plus tard seulement, la Marine nationale annonce qu'elle achète le super-étendard. Le mandat gouvernemental est purement et simplement ignoré. Les Britanniques sont abasourdis. Leur partenaire industriel vient de torpiller la version navale du projet commun pour vendre son propre produit. Mais Dassault ne s'arrête pas là. Sur le marché de l'exportation, l'entreprise fait tout pour bloquer les ventes du Jaguar à l'étranger, préférant proposer ses Mirage F1 aux mêmes clients potentiels. La British Aircraft Corporation, devenue BAE Systems, ne récupère les droits complets d'exportation du Jaguar qu'en 1980, soit 14 ans après la création de CP4. Un ancien responsable britannique du programme déclarera que cette situation a laissé un goût amer chez de nombreux responsables de l'industrie de défense et de l'aérospatiale britannique, accompagnés de soupçons tenaces envers toute future collaboration avec les Français. Et pourtant, malgré toutes ces tensions, le Jaguar prouve sa valeur au combat. Lors de la guerre du Golfe en 1991, les Jaguars français et britanniques forment une composante majeure de la coalition. Les appareils de la Royal Air Force effectuent plus de 600 missions de combat depuis Oman et Bahreïn sans perdre un seul avion. Les Jaguars français opèrent depuis l'Arabie Saoudite avec la même efficacité. Mais même cette victoire commune ne suffit pas à effacer les cicatrices laissées par des années de manœuvres industrielles. Car pendant que les deux pays combattent côte à côte dans le désert, une rupture bien plus profonde est déjà consommée depuis 6 ans. Une rupture qui va redessiner la carte de l'aviation militaire européenne pour le demi-siècle à venir. Dès la fin des années 70, une nouvelle ambition prend forme dans les capitales européennes. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et l'Espagne lancent ensemble le programme Future European Fighter Aircraft, un chasseur de nouvelle génération censé unifier les forces aériennes du continent face à la menace soviétique. 5 nations, un seul avion, une vision commune. Du moins en théorie. Car dès les premières réunions techniques, les divergences éclatent au grand jour. Paris exige un appareil léger, capable d'opérer depuis un porte-avions et d'emporter une charge nucléaire. Londres, Berlin et Rome veulent un intercepteur lourd, optimisé pour le combat aérien à haute altitude contre les bombardiers soviétiques. Les discussions sur le partage industriel tournent rapidement à l'affrontement. La France réclame 46% de la charge de travail, ne laissant que 54% aux 4 autres nations réunies. Dassault exige le rôle de maître d'œuvre, la construction de tous les prototypes sur le sol français et la direction du groupe industriel conjoint. Pour les autres partenaires, ces conditions sont inacceptables. Aucun compromis ne semble possible. En juillet 1985, la France claque la porte. Le communiqué officiel invoque la nécessité de préserver l'indépendance technologique de l'industrie aéronautique française. Le 2 août, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie signent un accord pour continuer sans la France. L'Espagne, qui avait initialement quitté le projet aux côtés de Paris, fait volte-face en septembre et rejoint le consortium européen. La France se retrouve seule face à 4 nations déterminées à bâtir leurs propres chasseurs. Dans les cercles de défense européens, beaucoup considèrent cette décision comme une folie stratégique. Comment un seul pays peut-il rivaliser avec un consortium disposant de 4 budgets militaires combinés? La réponse arrive le 4 juillet 1986, quand le démonstrateur Rafale A décolle pour la première fois depuis la base d'Istres. L'appareil atteint Mach 1,3 dès ce premier vol et Mach 1,8 quelques jours plus tard. De l'autre côté de la Manche, le programme européen accumule les retards. Le premier vol de l'Eurofighter sera repoussé de 2 ans à cause de problèmes logiciels dans le système de commande de vol. Et lors de ce vol inaugural tant attendu, l'appareil ne parvient même pas à rentrer son train d'atterrissage. Le contraste entre les 2 programmes devient un sujet de moquerie dans la presse aéronautique spécialisée. Dassault construit le Rafale comme un avion entièrement français, de la cellule au moteur Snecma M88, du radar Thales RBE2 à antenne active, au système de guerre électronique Spectra développé par Thales. Cette autonomie totale donne à Paris un avantage stratégique décisif. La France peut exporter le Rafale à n'importe quel pays, sans demander l'autorisation de personne. Le consortium Eurofighter, lui,
doit obtenir l'accord de 4 gouvernements différents pour chaque contrat d'exportation, un processus bureaucratique qui fait fuir plus d'un acheteur potentiel. Le Rafale est conçu dès le départ comme un appareil omni-rôle, capable de remplacer à lui seul 7 types d'avions différents en service dans les armées françaises. Supériorité aérienne, frappe en profondeur, reconnaissance tactique, appui au sol, attaque anti-navire, dissuasion nucléaire et ravitaillement en vol entre chasseurs. Tout est intégré dans une seule cellule. Le Typhoon, en comparaison, ne dispose ni de version embarquée pour porte-avions, ni de capacité nucléaire native. Les résultats sur le marché international parlent d'eux-mêmes. Le Rafale accumule 322 commandes à l'exportation provenant de 8 pays différents. L'Inde, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Indonésie, l'Égypte, la Croatie, la Grèce et la Serbie. Le Typhoon, malgré le poids de 4 nations derrière lui, ne totalise que 151 commandes d'exportation en provenance de 5 pays. En Europe même, 3 nations choisissent le Rafale contre une seule pour le Typhoon. Le coût unitaire de chaque appareil dans un paquet d'exportation complet achève la comparaison. Environ 245 millions de dollars pour le Rafale contre 321 millions pour le Typhoon. 40 ans après avoir quitté le programme européen en claquant la porte, la France a non seulement prouvé que sa décision était la bonne, mais elle a transformé ce pari solitaire en domination commerciale et technologique à l'échelle mondiale. Après des décennies de rivalité et de méfiance, un événement inattendu rapproche de nouveau Paris et Londres. En 2010, le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre David Cameron signent les traités de Lancaster House, un accord de défense historique qui prévoit la création d'une force expéditionnaire conjointe, une coopération sur les arsenaux nucléaires et surtout le développement commun d'un drone de combat furtif destiné à remplacer le Rafale et le Typhoon à l'horizon des années 2030. Les deux pays disposent chacun d'un démonstrateur technologique avancé. Du côté français, Dassault Aviation pilote le programme Neuron, lancé en 2003 sous la forme d'une coopération européenne à 6 nations avec l'Italie, la Suède, l'Espagne, la Grèce et la Suisse. Du côté britannique, BAE Systems développe dans le plus grand secret le Taranis, un drone furtif dont les détails techniques restent largement classifiés. L'idée est séduisante, fusionner les expertises des deux projets pour créer ensemble le futur de l'aviation de combat européenne. Le Neuron effectue son premier vol le 1er décembre 2012 depuis la base d'Istres. L'appareil est une aile volante de 9,2 mètres de long et 12,5 mètres d'envergure, pesant 7 tonnes au décollage, équipé d'une soute interne pour munitions à guidage de précision et doté de caractéristiques furtives, réduisant drastiquement sa signature radar et infrarouge. En mars 2014, Dassault réalise une première mondiale absolue. Le Neuron vole en formation avec un Rafale et un Falcon 7X au-dessus de la Méditerranée pendant près de 2 heures. Jamais auparavant, un drone de combat n'avait évolué en formation avec des aéronefs pilotés. Au total, le Neuron accumule plus de 170 vols d'essai entre 2012 et 2022, validant des technologies révolutionnaires en matière de furtivité avancée, d'autonomie contrôlée et d'intégration dans des environnements de commandement connectés. Le Taranis britannique effectue son premier vol en 2013, mais le programme reste considérablement moins visible et moins documenté que son rival français. En 2012, 120 millions de livres sterling sont alloués à une phase de faisabilité pour un système de combat aérien futur franco-britannique. En 2014, François Hollande et David Cameron discutent du développement de ces systèmes lors d'un sommet bilatéral. Des études préliminaires sont confiées à Dassault, BAE Systems, Thales, Leonardo, Rolls-Royce et Safran. Au sommet franco-britannique d'Amiens en mars 2016, les deux pays franchissent une étape supplémentaire en organisant une démonstration en vol prévue pour les années suivantes. Mais en janvier 2018, aucune démonstration n'a été confirmée. Les discussions piétinent, les budgets stagnent, les priorités divergent. La France commence à se tourner vers l'Allemagne pour un projet bien plus ambitieux. En février 2019, le programme conjoint franco-britannique de drones de combat est officiellement rétrogradé au rang de simple effort de démonstration technologique. Le rêve de Lancaster House est mort. Pour la 3e fois en un demi-siècle, la Grande-Bretagne se retrouve sans partenaire français dans un programme d'aviation de combat majeur.
Après le fiasco de l'AFVG en 1967 et la rupture du programme Eurofighter en 1985, c'est la troisième porte que la France ferme au nez de son voisin d'outre-Manche. Et comme les 2 fois précédentes, chacun poursuit sa route séparément. La France s'associe à l'Allemagne et à l'Espagne pour lancer le programme FCAS, tandis que la Grande-Bretagne rejoint le Japon et l'Italie dans le programme GCAP. Pourtant, au milieu de cette longue histoire de divorce aéronautique, un seul projet commun a survécu à toutes les crises et continue de fonctionner encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un avion, mais d'un missile. Au milieu des années 90, les 2 pays réalisent qu'ils ont besoin d'une arme de frappe à longue portée capable de détruire des cibles durcies comme les bunkers, les centres de commandement et les infrastructures stratégiques. Le résultat de cette coopération est un missile de croisière furtif d'une portée supérieure à 250 km, doté d'un système de navigation par suivi de terrain et de caractéristiques à faible observabilité radar. Les Britanniques l'appellent Storm Shadow, les Français le nomment Scalp EG. C'est exactement le même missile avec 2 noms différents, fabriqué par MBDA, un consortium européen de missiles dont le siège se trouve à Paris. Le Storm Shadow équipe le Typhoon et l'ancien Tornado britannique. Le Scalp EG arme le Rafale. Les 2 versions ont été tirées en combat réel au-dessus de la Libye en 2011, de la Syrie en 2018 et de l'Ukraine à partir de 2023. Ce missile représente le seul véritable succès durable de la coopération militaire aéronautique franco-britannique. La preuve que les 2 nations peuvent travailler ensemble quand elles partagent un objectif clair et précis, sans rivalité industrielle pour le contrôle du programme. Aujourd'hui, 2 programmes concurrents se disputent le titre de chasseur européen de 6e génération. Et derrière cette compétition se cache le dernier chapitre de la rivalité aéronautique franco-britannique. D'un côté, le FCAS, porté par la France, l'Allemagne et l'Espagne, avec Dassault Aviation dans le rôle de maître d'œuvre et Airbus comme partenaire principal. De l'autre, le GCAP, mené par la Grande-Bretagne, aux côtés du Japon et de l'Italie, avec BAE Systems, Mitsubishi Heavy Industries et Leonardo aux commandes. Les 2 programmes visent un objectif similaire, un système de combat aérien intégrant un chasseur nouvelle génération, des drones autonomes d'escorte et un réseau de données baptisé nuage de combat, capable de connecter l'ensemble des plateformes en temps réel sur le champ de bataille. Du côté français, le schéma familier se répète avec une précision presque comique. En mars 2025, Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, déclare publiquement que la clé du succès du programme FCAS repose sur la reconnaissance par tous les partenaires que Dassault est l'architecte du programme et que le projet ne peut réussir que s'il y a un maître d'œuvre unique. Selon certaines sources de l'industrie de défense, Dassault aurait même poussé pour obtenir 80% de la charge de travail sur le système d'armes de nouvelle génération, le cœur du programme. Ces exigences rappellent étrangement celles que la France formulait 40 ans plus tôt lors du programme Eurofighter, un leadership industriel absolu, une part du lion dans la production et le contrôle total de l'architecture du système. La différence, c'est que cette fois, Paris négocie avec Berlin et non plus avec Londres, et que les enjeux se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Le GCAP britannique progresse de son côté à un rythme soutenu. 9000 personnes travaillent déjà sur le programme à travers les 3 pays partenaires. Un traité international a été signé en décembre 2023 à Tokyo, formalisant le lancement officiel du développement. Un démonstrateur doit voler en 2027 et les premiers appareils de série doivent entrer en service dès 2035. Le programme bénéficie de la dynamique industrielle japonaise et de l'expertise italienne en électronique de défense. Mais il lui manque un élément que seule la France possède en Europe, l'expérience de la construction d'un chasseur omnirôle entièrement national, de la cellule au moteur, du radar au missile. Car c'est bien là que réside l'avantage stratégique fondamental de la France dans cette course. Le 8 octobre 2024, le ministre des Armées Sébastien Lecornu dévoile les plans d'un nouveau drone de combat furtif destiné à accompagner le Rafale dans sa future version F5. Cet appareil autonome, dont le développement est confié à Dassault, sera opérationnel à l'horizon 2033. Il intégrera des technologies de furtivité avancées héritées directement du programme Neuron, une soute interne pour armement,
un système de contrôle autonome avec supervision humaine et la capacité de pénétrer les défenses ennemies en éclaireur devant les chasseurs pilotés. Le Rafale F-5 lui-même recevra des moteurs plus puissants, un nouveau radar désigné RBE-2XG, le missile nucléaire hypersonique ASN-4G et des liaisons de données améliorées permettant au pilote de diriger son ailier drone depuis le cockpit. Ce couple chasseur piloté et drone furtif autonome formera le noyau de la puissance aérienne française à partir du milieu des années 2030. 60 ans se sont écoulés depuis la signature du mémorandum d'entente de 1965 entre la France et la Grande-Bretagne. 60 ans de projets communs avortés, de trahisons industrielles, de portes claquées et de chemins séparés. À chaque rupture, les observateurs prédisaient que la France paierait cher son isolement. À chaque fois, Dassault a prouvé le contraire. Les données récupérées du programme AFVG ont nourri le Mirage G, puis le Mirage 2000. Le Jaguar, basé sur le Breguet 121, a permis à l'industrie française d'affiner ses techniques de production en série. La sortie du programme Eurofighter a donné naissance au Rafale, devenu le chasseur européen le plus exporté au monde. Le Neuron est aujourd'hui le socle technologique du futur drone de combat français. La Grande-Bretagne, elle, n'a jamais réussi à construire seule un chasseur de combat moderne. Du Tornado au Typhoon, puis au GCAP, Londres a toujours eu besoin de partenaires pour maintenir son industrie aéronautique militaire en vie. La France reste la seule nation européenne capable de concevoir, développer, produire et exporter un avion de combat complet sans dépendre de personne. De la cellule au moteur, du radar au missile, chaque composant est français. Cette indépendance totale n'est pas un accident de l'histoire, c'est le résultat d'une stratégie industrielle et politique poursuivie sans relâche depuis 6 décennies. Une stratégie dont le premier acte fut cette phrase murmurée dans un bureau de Dassault en 1967. « C'est pas la peine, ils savent ». Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les plus grandes machines de guerre de l'histoire.